Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur de sujets assez denses. La propagande, la géopolitique au Moyen-Orient, et puis toutes ces histoires de normalisation. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur une discussion avec le docteur Amin Sossi Alaoui. C'est un chercheur spécialiste justement des médias, de la propagande. Donc nos sources sont des extraits d'une interview qu'il a donnée sur YouTube. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de décrypter un peu les coulisses, les forces cachées derrière ce qu'on voit dans l'actualité. On va regarder de près cette fameuse rencontre Syrie-Arabie Saoudite-Trump dont on a parlé, le rôle aussi de certains médias, comme Al Jazeera, qui fait souvent débat, et puis ces liens parfois un peu surprenants entre le Qatar, le Hamas, Israël. Accrochez-vous, on va essayer de démêler tout ça. Allez, on décortique. Alors, un premier point qui ressort des sources, et c'est assez contre-intuitif je trouve, c'est que la propagande, elle viserait pas d'abord les masses populaires, mais plutôt les élites. Comment ça marche ça? Oui, c'est un point intéressant. Ce qui est fascinant ici, c'est le mécanisme qui est décrit. En gros, les élites, bon, on parle des intellectuels, des leaders d'opinion, universitaires, journalistes, tout ça, elles consomment beaucoup, beaucoup plus d'infos politiques, médiatiques. Du coup, elles deviennent un peu, malgré elles, des relais d'influence vers le grand public. Et le paradoxe, c'est ce que soulignent les sources, c'est que cette surexposition les rend potentiellement plus vulnérables si elles manquent de vigilance critique, quoi. Si elle baisse la garde, en quelque sorte. Exactement. L'analyse, elle suggère que, bon, le niveau d'études ou la culture générale, ça suffit pas comme bouclier. Non, résister à la propagande, ça demande un effort actif, constant, pour déconstruire les discours, questionner ses propres biais. C'est exigeant, hein. Et sans cet effort, ces élites peuvent devenir des recycleurs involontaires de récits propagandistes. Elles les relaient sans même s'en rendre compte parfois. C'est un peu comme l'image du médecin qui, influencé par une grosse campagne marketing d'un labo, se met à prescrire un certain médicament. Et ses patients, ils lui font confiance, donc ils suivent. C'est tout à fait ça. C'est une bonne analogie. Ça illustre bien ce que l'analyse appelle les articulations de l'opinion publique. Si on contrôle ces points névralgiques, ces relais, on peut influencer l'ensemble. C'est stratégique? D'accord. Alors, voyons comment cette idée, cette grille de lecture, peut éclairer des événements plus récents au Moyen-Orient. Justement, parlons de cette rencontre qui a fait pas mal de bruit, rapportée dans nos sources. Ahmed al-Shara, le nouveau dirigeant syrien, MBS, le prince héritier saoudien, et puis Donald Trump. L'accord qui est évoqué, c'était lever des sanctions américaines contre la Syrie, avec une médiation saoudienne, mais en échange d'une normalisation entre Damas et Tel Aviv. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Si on replace ça dans une perspective plus large, régionale, du point de vue des grands États arabes qu'on dit modérés, hein, l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats, le Maroc, la démarche qui est décrite dans nos sources, c'est avant tout du pragmatisme. La priorité affichée, c'est la stabilité régionale, la défense des intérêts nationaux. L'idée serait moins de porter un jugement sur le passé d'Al-Shara que d'essayer de cadrer la nouvelle Syrie pour éviter quoi? Pour éviter qu'elle devienne un pion incontrôlable manipulé par d'autres acteurs qui ont leurs propres agendas, la Turquie, le Qatar ou même l'Iran, enfin. D'accord, une logique d'endiguement en quelque sorte. Et pour Israël, dans cette histoire? Alors là, l'analyse présentée dans nos sources pointe quelque chose de paradoxal. Un leader comme Al-Shara, avec son historique lié au groupe armé, sa rhétorique passée sur la libération de la Palestine, il pourrait être perçu, figurez-vous, comme un ennemi idéal. Un ennemi idéal, c'est-à-dire? C'est-à-dire que sa présence pourrait justifier la poursuite d'actions militaires israéliennes, voire une expansion, hein, on parle du Golan, du Sud-Liban, toujours au nom de la sacro-sainte sécurité nationale. Les sources sont assez claires là-dessus. Elles décrivent le projet israélien comme étant fondamentalement expansionniste. Et les accords de normalisation signés par certains pays arabes, alors, comment on les interprète dans ce contexte? Selon l'analyse des sources, un des buts stratégiques de ces accords, ce serait justement de déconstruire le narratif classique d'Israël. Vous savez, celui de la petite nation encerclée par des ennemis constamment menacés. En normalisant, ces pays arabes essaieraient de changer la dynamique, de passer d'une confrontation où Israël peut facilement jouer la victime à une négociation plus horizontale d'État à État. C'est présenté comme une rupture assez nette avec l'approche de l'époque nassérienne, jugée plus populiste, plus dans la rhétorique, et qui, selon cette analyse, aurait été inefficace, voire aurait facilité l'expansion israélienne. Sauf peut-être la guerre de 73.
Oui, la guerre de 1993 est citée comme une exception. Là, il y avait une approche jugée plus réaliste, avec des objectifs précis de récupération de territoire, et ça aurait fonctionné, ponctuellement. Réseau d'influence condamne très fort la normalisation du Golfe ou du Maroc, mais reste beaucoup plus silencieuse, voire accepte celle de la Turquie ou du Qatar. C'est étrange, non? Oui, et l'analyse proposée dans les sources parle d'une sorte de contrat social tacite. Un contrat entre celui qui désinforme et celui qui est désinformé, entre le trompeur et le trompé. L'idée, c'est que le public serait plus enclin à accepter, à gober les récits qui flattent ses émotions, qui confirment ses préjugés ou qui renforcent son sentiment d'appartenance à un groupe, à une idéologie. Et les élites qui orientent ses opinions, eh bien, elles choisiraient leur cible de manière très, très sélective. C'est la thèse qui est avancée. Vous avez des exemples concrets de ça? Oui, les sources en donnent. Prenez la Turquie, par exemple. Elle a une ambassade en Israël, elle fait plein d'échanges commerciaux, elle mène même des exercices militaires conjoints avec Israël. Le Qatar aussi, d'ailleurs, a participé à des manœuvres communes. Pourtant, la condamnation publique dans certains cercles est beaucoup moins forte, parfois même inexistante, si on compare avec la réaction face à d'autres pays qui normalisent. On trouve toujours des justifications. On se souvient par exemple de la lettre très cordiale, très amicale, écrite par le président égyptien Morsi, issu des frères musulmans quand même, à Shimon Peres. À l'époque, ça avait été balayé d'un revers de main. Oh, c'est juste une formalité diplomatique, ça n'a aucune importance. C'est ce deux poids deux mesures qui est pointé du doigt. Mais alors, qui tire les ficelles derrière ces mobilisations sélectives? Qui a intérêt à orchestrer ça? D'après les analyses rapportées, certains groupes politiques, ça peut être la gauche radicale ou des groupes islamistes comme Al-Adl ou Al-Ihsan au Maroc, qui est cité en exemple, utiliseraient, instrumentaliseraient la cause palestinienne. Comment? En la reliant à des problèmes locaux, l'injustice sociale, le manque de développement, la corruption, pour cultiver un sentiment de victimisation, de ressentiment envers les gouvernements en place. Et ça rend les foules plus faciles à mobiliser contre des cibles bien précises. Les sources pointent aussi le rôle de certains médias et de certains États. On a parlé d'Al Jazeera et du Qatar. Qu'est-ce qui est dit précisément? L'analyse qu'on trouve dans nos sources est assez critique, oui. Al Jazeera est présenté comme ayant eu un rôle clé dans l'amplification des fuites Wikileaks au moment des printemps arabes en 2011. Apparemment, ça aurait commencé avec des fuites vraies ou fausses d'ailleurs, du bureau du négociateur palestinien Saeb Erekat, et puis ça a enchaîné sur des révélations parfois jugées exagérées ou même fausses a posteriori sur la richesse supposée des dirigeants arabes. Et les liens Qatar-États-Unis? Oui, des liens présumés entre le Qatar et l'administration américaine de l'époque, l'administration Obama, sont mentionnés. On cite l'exemple de Wada Kanfar, qui était le directeur général d'Al Jazeera à ce moment-là. Une fuite Wikileaks suggérerait qu'il communiquait directement avec les services de renseignement américains et qu'il leur demandait même de rester discret sur ses contacts. Son départ d'Al Jazeera, qualifié de silencieux dans les sources, a suivi de peu cette fuite. Il y a aussi le livre d'un journaliste, Yosri Fouda, sur le chemin du préjudice, qui est cité comme source. Apparemment, il détaillerait ses relations Qatar-USA et le rôle joué par le Qatar dans certaines campagnes, y compris liées au terrorisme. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut blâmer uniquement le Qatar? Ou est-ce que les États-Unis ont une responsabilité égale, voire plus grande? C'est une question importante et les sources invitent à nuancer. Les États-Unis, ce n'est pas un bloc monolithique, hein. Il y a différentes factions, différents lobbies, des orientations politiques qui évoluent. Par exemple, l'approche des néoconservateurs, qui était très influents sous Bush fils et qui, d'après cette analyse, retrouverait de l'influence sous Biden, eh bien, elle serait très différente de celle de Trump, par exemple. Les néoconservateurs, ils sont souvent mentionnés. Comment sont-ils décrits dans cette analyse? Courant idéologique assez complexe, un mélange d'idées radicales venant à la fois de la gauche et de la droite. Ils sont particulièrement ciblés, oui. Leur vision du monde serait très influencée par des penseurs comme Huntington et sa fameuse théorie du choc des civilisations. Vous savez, l'idée d'un conflit inévitable entre l'Occident et le monde islamique. Du coup, ils verraient le monde islamique comme un ennemi et la thèse avancée, c'est qu'ils chercheraient même à provoquer des conflits pour, en quelque sorte, réaliser leur propre prophétie, prédire le chaos terroriste et puis hop, voir Al-Qaïda et Daesh émerger dans le vide créé par leur intervention en Irak et en Syrie. C'est assez cynique comme vision. C'est une accusation grave. Y a-t-il des éléments pour étayer ça? L'analyse cite un document de la DIA, c'est l'agence du renseignement de la défense américaine datant de 2012.
Il a été déclassifié suite à une action en justice. Il s'appelle Line of Inventory. Ce document évoquerait un souhait partagé par les États-Unis, la Turquie et un pays du Golfe, qui est implicitement identifié comme le Qatar dans l'analyse, de voir émerger un État salafiste, mais en réalité un État extrémiste entre l'Irak et la Syrie. Et ça coïnciderait chronologiquement avec le transfert de combattants depuis la Libye vers la frontière turco-syrienne, pile au moment où Al Jazeera, elle, parlait de manifestations pacifiques en Syrie. Et l'objectif final de tout ça, selon les néocons, Selon cette thèse, ce serait le redécoupage complet du Moyen-Orient. Et potentiellement, ce serait lié au projet d'un grand Israël. on arrive maintenant à un point particulièrement sensible, explosif même, qui est abordé dans les sources. Ces liens supposés entre le Hamas, Israël et le Qatar. Oui, l'analyse est assez directe là-dessus. Elle affirme que l'existence même du Hamas serait stratégiquement utile pour Israël. C'est déjà un point fort. Mais plus surprenant encore, il est affirmé que les fonds qataris destinés au Hamas transiteraient via Israël, avec l'accord tacite ou même explicite de l'État hébreu. Les visites des responsables qataris qui amènent l'argent à Gaza se feraient par ce canal approuvé par Israël. Attendez, là il faut que je comprenne bien. Pourquoi Israël laisserait passer de l'argent qui pourrait servir à renforcer une organisation qu'elle considère comme ennemie et qu'elle combat? Ça paraît contre-intuitif encore une fois. L'argument qui est avancé, c'est que ça servirait les intérêts stratégiques israéliens à plus long terme. Comment? Par exemple, en maintenant la division palestinienne. Le Hamas à Gaza d'un côté, l'autorité palestinienne en Cisjordanie de l'autre. Une division qui affaiblit la cause palestinienne dans son ensemble. Ou alors, ça permettrait aussi de justifier certaines politiques sécuritaires israéliennes, le blocus de Gaza, etc. Les sources rapportent même des citations pour appuyer ça. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Qatar aurait dit quelque chose comme nous utilisons Israël pour alléger la pression internationale sur le Qatar. Et l'actuel ministre aurait affirmé que si les chefs du Hamas étaient à Doha le 7 octobre 2023, c'était à la demande des Américains. Des déclarations assez étonnantes, si elles sont avérées. Oui. Et face à tous ces éléments présentés dans les sources, le narratif officiel qu'on a entendu après le 7 octobre, celui d'un échec total, complet et imprévu des services de renseignement israéliens, ce narratif est qualifié dans l'analyse d'absurdité. Difficile à croire pour un esprit un tant soit peu critique, selon cette perspective. Bon, on a brassé énormément de choses là. Si on essaye de prendre un peu de recul, qu'est-ce que tout ça signifie? Quelles implications plus larges on peut en tirer? Clairement, ce qu'on voit, c'est que ces dynamiques complexes, elles ne concernent pas juste le Moyen-Orient. L'idée d'un projet comme le Grand Israël, tel qu'il est décrit dans les sources, aurait des ambitions géographiques très vastes. On parle même de l'Atlantique, dans certaines interprétations. Et puis, les méthodes de contrôle évoluent. On parle d'un colonialisme moderne, mais par procuration, via des milices, des entreprises qui influencent les gouvernements locaux. On parle aussi de guerre technologique avec les drones. Donc, ce qui se passe en Syrie, en Irak, ça a des répercussions bien au-delà. Oui, tout à fait. Et pour revenir sur la normalisation, un dernier point soulevé par les sources, c'est que l'absence totale de relations, même entre adversaires déclarés, c'est quasiment irréaliste dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. L'exemple donné, c'est celui du commerce, même minime, qui existerait entre l'Algérie et Israël d'après les données commerciales de l'ONU. Ça montre que même les postures officielles d'hostilité absolue n'empêchent pas certains liens, même indirects. Donc, si on devait résumer les points clés de cette analyse, basée sur nos sources, Alors, premièrement, la propagande moderne, elle cible souvent les élites en priorité, car ce sont des relais d'influence. Deuxièmement, beaucoup de décisions de normalisation au Moyen-Orient semblent guidées par un pragmatisme froid, basé sur les intérêts nationaux perçus. Troisièmement, l'opinion publique, elle, est très sensible à la manipulation, par les doubles standards, par l'émotionnel. Quatrièmement, le rôle de certains médias et acteurs externes, on a cité le Qatar, certaines factions américaines comme les néocons, est complexe et souvent opaque. Et enfin, ce nœud de relations présumées entre Hamas, Israël et le Qatar est présenté comme un élément stratégique absolument crucial et potentiellement explosif pour la région. effectivement, on a exploré des couches de complexité, des thèses qu'on n'entend pas forcément tous les jours dans les médias grand public. Et ça nous laisse avec une question de fond, finalement. Face à la puissance indéniable de la propagande ciblée, comment un citoyen lambda peut-il espérer naviguer dans ce flot continu d'informations pour se forger une compréhension qui soit réellement indépendante? Une compréhension des enjeux géopolitiques qui
pourtant façonnent notre monde. C'est une vraie réflexion à poursuivre, je crois.